Je souhaitais vous également réagir autour donc, de ce principe. Je ne vais pas être long. Ouais. Le président Madakel dit beaucoup de choses. Je vais seulement formaliser mon idée de départ. Je me disais, tu me donnes la parole, mais il a déjà quantifié, dit beaucoup de choses, développé. Voilà. Je vais se mettre ça dans un cadre seulement. Il t'a fait une remarque qui est extrêmement importante, dont je vais donner 5. C'est que la façon dont tu poses la question, mais tu n'es pas le seul. La façon dont le monde comprendrait cette question, mais pas nous autres. Ouais. Dès que tu sors de cette phase, ça ne plus toi non plus. C'est que nous comprenons les choses parce que l'Occident est le maître qui dit la vérité. Cheikh Anta Diop m'avait dit, vous voulez que la vérité sonne blanche. C'est eux qui disent comment on fait, ce qui est, ce qu'on valide. Même les connaissances, c'est eux qui valident les connaissances. On veut même qu'ils reconnaissent. Voilà. Chukwumbutso au Zimbabwe, il a son moteur là. Hein? Mais, attends, tout le monde qui a fait la théorie quantique des champs, la seconde quantification, il sait que c'est possible d'extraire l'énergie du vide. Peut-être c'est ce qu'il a réussi à faire. Ils disent que non, la thermodynamique, elle est classique, c'est thermodynamique. C'est eux qui définissent ce qui est juste. Et puis tout le monde, c'est la peine présente zimbabwéen, il est là, quoi, il bouge pas. Parce que les Blancs n'ont pas encore dit c'est valable. Sauf que quand les Blancs vont dire c'est valable, il y a longtemps que t'ont dépossédé, c'est eux qui maintenant, ils croquent les dollars avec ce que ton fils a inventé. Et toi, tu n'en as pas profité. Tant pis pour toi. Ok? Voilà. Ça veut dire quoi? Que ce que j'ai dit, c'est faux, président. Puisque ceci est clair, nous entrons dans notre propre perspective. C'est qu'en tant qu'Africains, nous validons les choses par nous-mêmes, puisque ça nous concerne en premier. C'est la moindre des choses. N'est-ce pas? La moindre des choses. Dans ce cas-là, le principe de Mahat existe. Hein? Donc, ils ne viennent pas dire qu'il n'y avait pas de loi. Oui, il n'y avait pas de loi occidentale, comme c'est des attardés mentaux sur le plan juridique. Lorsqu'on parle des États, je ne parle pas des individus, ils sont attardés mentaux. Jusqu'à aujourd'hui, ils continuent à faire la barbarie. Mais s'ils étaient civilisés, chacun a posé la question, civilisation ou barbarie? Si c'était civilisé, comment tu sais qu'ils continuent à massacrer les gens? Gaza, c'est quoi? Ouais. Il n'y a pas que Gaza, le Congo, c'est quoi pour l'Afrique? Et il y a encore d'autres choses. Pourquoi les massacres continuent? Et les États-Unis attendent quoi pour reconnaître les Amérindiens, puisqu'ils sont sur leur sol? Tu vois? Donc c'est parce qu'ils ne sont pas civilisés. Ils sont barbares. Même si le mot leur appartient, ils sont quand même barbares. Ok? Donc, nous, on avait le principe de Mahat. Dans le principe de Mahat, tu ne tueras point, tu ne feras pas ça, tu ne feras pas des massacres de masse. Ils l'ont fait. Donc, si c'était notre loi, nous, on peut le juger. D'ailleurs, l'AES a compris, il y a un tribunal de l'AES maintenant. Il y a un tribunal de l'AES. Hein. Donc, il y a un tribunal de l'AES. Ça veut dire qu'ils n'attendent pas d'aller à la CPI ou je ne sais pas quoi. Eux-mêmes peuvent juger. Voilà. Okay. Donc, nous-mêmes, nous estimons sur la base de ce que nos ancêtres nous ont laissé. Nous, on a les principes comme Mahat. Tu as fait Isfet, on peut te juger. Donc, lorsqu'ils disent que la loi n'est pas rétroactive, c'est leur loi à eux. Mais eux, c'est des peuples attardés. Le blanc date de quand d'abord? Il y a combien d'années? Le blanc, c'est combien d'années? Maximum 8000 ans, non? C'est même pas en Europe. Mais le noir, c'est combien d'années? C'est 300 000 ans. Tu peux comparer 300 000 ans à 8000 ans? Donc, c'est des attardés. Puisque, au lieu d'hériter directement de l'héritage de leurs ancêtres noirs, ils ont voulu, après des massacres, ramener une pensée tordue, puisqu'elle ne tient pas compte de l'héritage du passé. Hein? Et c'est ce qu'ils font. Chaque jour, renouvellent les choses. Pourquoi ils votent les lois tous les jours? Attends, les lois sont là depuis que l'homme existe, non? Dans la société. Pourquoi tu continues à voter des lois? Sur 300 000 ans, nous, il y a des choses qui sont déjà définitivement claires pour l'humain. On a fait l'expérience. S'en fout. Comment tu veux qu'un individu, dont la vie ne dépasse pas son temps, parce que dans sa tête, il sort une loi qui sera plus pertinente que l'espérance humaine de 300 000 ans. Même de 8 000 ans seulement. Ça n'a pas de sens. Donc, c'est des attardés mentaux de ce côté-là. Il faut que ce soit clair. Et il faut que ce soit un fait reconnu mondialement maintenant. Au niveau mondial, il faut que tout le monde comprenne que l'Occident est dépassé. On ne peut pas se fier à eux. Ils vous ont eu à un moment donné. Ils disaient A, tout le monde disait A. Ils disaient B, tout le monde disait B. Non. Même technologiquement, la Chine a battu les États-Unis et l'Occident, non. Technologiquement. La Chine a battu. Alors, donc, on n'a plus à attendre que ces gens-là valident une connaissance pour que ça soit là. Chez nous, on ne fait pas ce genre de choses négatives. On condamne ça. Donc, nous allons juger d'après nos lois, à nos morés mayores, d'après nos propres ancêtres. Non, on s'en fout. C'est pas rétroactif pour eux, mais nous, on n'a pas besoin de rétroactivité, puisque lorsqu'ils commettent ces crimes, notre concept de Mahat existe déjà. Au moins depuis l'Égypte ancienne. On peut même remonter avant. Parce que dès qu'il y a les mathématiques, il y a Mahat. Ça va ensemble. Puisque tu mets mathématiques avec organisation sociale, ça veut dire Mahat. Ok? Voilà. Donc, je voulais rajouter autre chose. Allons-y rapidement. Au niveau, sur le plan. Non, puisqu'ils veulent, si vraiment ils étaient de bonne foi, c'est l'occasion de sentir à bon congé, il y a dit ça tout à l'heure, n'est-ce pas? Voilà.
Et pour encore se tirer encore mieux que ce que j'ai dit tout à l'heure. Tu sais, il suffirait par exemple au musée du Quai Branly, qu'ils appellent le musée des arts premiers, inauguré par Jacques Chirac à l'époque, que sur 100% de ce qu'ils ont dans un mois, ils donnent aux pays africains, dont les objets de culte, les masques, ils sont là. Ce que vous appelez, ce fameux art africain là. Et là, non? Puisque les entrées sont dues au fait que les gens viennent voir ces choses-là. Mais ils devraient envoyer aux Africains au moins au bas mot 90% de ce qu'ils ont gagné en un mois. Mais c'est pas ça qu'ils font. Ils nous endettent avec le FMI, hein, et comme dit le président, ils continuent à massacrer les gens, terrorisme et tout, c'est leur façon de faire la guerre maintenant, voilà, aux Africains. Mais c'est pas ça qu'ils font. Donc, parce que moi, ils font pas ça. On peut pas. Si tu peux pas faire le moins, comment on peut valider que tu peux faire le plus? Donc, ils sont disqualifiés. Je répète, hein, rien que le musée de Quai Branly, là, pourquoi ils donnent pas 90% de ce qu'ils gagnent? Ils gardent 10% parce que c'est chez eux, parce que c'est les gens qui sont venus voir ça chez eux. Mais 90%, chaque année, tous les mois, ils donnent ça aux Africains. Ça aiderait un peu. Même un reste. Et ils s'en tireraient à bon compte. Au moins, on pourrait commencer à dire qu'on peut peut-être commencer à discuter avec eux, puisque quand même ils ont fait preuve de bonne foi. Ils en sont incapables. Ça, je viens de leur souffler la chose là. Je dis que demain ils sont incapables de faire. Après-demain ils seront encore incapables. Après-demain ils seront incapables. Même dans un mois, dans un an, 10 ans, ils sont incapables. Pourtant, je leur dis ça maintenant. D'accord. Voilà. Jonathan, en un mot pour tenter de refermer ce sujet, le président Madakani disait tout à l'heure qu'on ne peut pas demander à quelqu'un de répondre des crimes commis alors qu'il en commet d'autres, parlant du néocolonialisme. Est-ce que le préalable serait donc, de votre point de vue, de stopper d'abord toute forme de menace néocoloniale, ou alors stopper ce néocolonialisme avant que d'évoquer les questions des crimes coloniaux? Si c'est le cas, est-ce qu'on y arrivera? On est dans une lutte de libération, les arguments sont bons, on mobilise les arguments au fur et à mesure. Comme le président l'a dit, vous ne pouvez pas dire que vous allez demander à votre bandit de venir vous restituer le délit de ces nombreux crimes alors qu'il est encore en liberté. Comment vous allez faire même pour avoir tout ça? Il est là-bas chez lui, il se balade, vous écrivez par ta bonne volonté, cher bandit, je voudrais que tu viennes me restituer tous mes biens volés. Il est toujours dans sa cavale, il va fuir. Il se dit, mais j'ai même une victime très aimable. Elle attend encore que je vienne voler. Si vous voyez votre bandit venir à votre porte, sachez qu'en fait, peut-être que vous êtes en train d'avoir de nouvelles richesses qu'il convoite. Donc le président a tout dit. Il faut d'abord neutraliser, ce que le professeur Belek disait, il faut d'abord neutraliser le bandit. Mais vous pensez que c'est la France seule? Les États-Unis font quoi dans le monde? Le plus grand bandit du monde. Ouais. C'est tout un système de voleurs. Le système impérialiste, c'est les voleurs. La couronne britannique, vous croyez que quand le roi, le nouveau roi, c'est Charles, non? Ouais. Quand Charles entend qu'on dit qu'on va attraper la France, qui est son complice dans le vol international, Charles, lui, n'entend pas ça du point de vue, on va seulement saisir les biens de la Grande-Bretagne. Il y a ce qu'ils appellent les joyaux de la couronne. Dans les joyaux de la couronne, même le bâton du roi là, c'est le fruit d'un vol. Lors là, ils avaient volé ça. Le plus grand diamant du monde. Du monde, qui est là-bas. Ils ont volé ça en Afrique du Sud. L'autre, le deuxième diamant, même ils ont volé ça en Inde. Le deuxième plus gros diamant, ils ont volé ça en Inde. Il y a des biens tellement volés en Grande-Bretagne que quand ces gens entendent parler de réparation, il y a des gens qui tremblent. Quand une information, une émission comme celle-ci, ça passe, quand on dit à Charles, le roi des Britanniques, que vraiment, il y a une émission qui parle de restitution de tout ce qui a été volé, il dit, j'espère qu'ils n'ont pas parlé de nos biens. Parce que la fortune de la royauté britannique, c'est le vol. C'est le fruit du vol. Moi, c'est des gens, je vois souvent des Africains qui se lèvent et disent, ouh, le roi d'Angleterre, il a fait ci. Il admire. On est dans un monde où on a vraiment inversé la norme. Yeah. Le plus grand receleur international, le gang le mieux organisé, se présente aux yeux des gens comme étant un amour de vertu. Il donne des leçons. Vous voyez même le roi d'Angleterre parfois qui s'émeut qu'il y a trop de détournements de fonds dans le monde. Il dit que ce n'est pas normal. Il est d'abord roi. C'est quelqu'un qui s'est enrichi dans le vol. Il dit que le vol n'est pas bien. Si vraiment, il faut penser à ces pauvres. Or, toute sa fortune, c'est le fruit du vol. Donc, vous voyez, c'est un système où c'est les voleurs qui sont devant nous.
est-ce que nous allons leur demander? Non, c'est pourquoi nous travaillons à mettre en capacité les Africains. Tout notre combat là, ça vise à mettre en capacité les Africains. Quand nous aurons notre complexe industrialo-militaire, nos missiles hypersoniques, nos missiles nucléaires, on va plus demander à un voleur de ne plus venir voler. Le jour où le voleur voit que devant votre barrière, vous avez mis chien méchant, et après, à côté de chien méchant, le jour où son collègue de vol a voulu réaliser une infraction sur votre barrière, il a entendu 2 coups de feu à côté de son oreille, il a dit à l'autre, ah, le type là, il est déjà prêt, hein. En dehors du chien qu'il a acheté, il a maintenant même des armes à feu là-bas dans sa maison. Changeons de stratégie. Et le jour où ils viennent même par surprise, ils veulent prendre votre véhicule, ils se rendent compte que vous avez pris un véhicule qui n'est pas le genre qu'on peut prendre facilement. Monsieur, vous sortez de leur agenda. C'est ce que l'Iran a fait l'autre jour avec Israël. Vous avez vu que l'Iran a d'abord fessé Israël. Puis l'Iran dit, bon, votre patron c'est les États-Unis, je détruis quand même. Et les États-Unis eux-mêmes ont dit à l'Iran ce qu'il faut détruire dans les bases militaires. Ils ont négocié, dit détruisez les entrepôts de pétrole, les entrepôts de munitions, mais pas les grands entrepôts de munitions, détruisez juste quelques-uns. L'Iran dit ok, parce que nous on ne va pas rester quand il dit non, on comprend, vous êtes fâchés, mais détruisez ça. Détruisez ça, nous on peut encore reconstruire ça. Ils se sont arrangés. Même si ce théâtre présent, c'est quand même, c'est gravissime. C'est-à-dire que le plus grand bandit du monde, il dit, bon, je t'ai volé, mais comme tu veux venir récupérer, et tu veux récupérer quelque chose, pardon, entre chez moi, prends juste la télévision et la radio. Ne prends pas les verres. Et tu dis, non, je prendrai encore même 2 verres. Il dit, bon, seulement 2 verres, non, ne prends pas le carton de verre, pardon, parce que je n'ai pas mieux que ça pour l'instant là-bas. Vous voyez ça? Les États-Unis négocient avec l'Iran. Mais quand nous aurons ces moyens-là, hein, professeur, vous allez voir, on ne va même pas demander à la France, vous allez voir qu'un Yanni comme ça, là, un général d'opérette comme ça, il passe son temps à la télévision, raconte des trucs là, ils disent qu'ils sont des généraux terribles, quand vous les voyez, ils vous sortent de la stratégie ukrainienne, on voit les résultats sur le terrain. L'autre nous a dit que les Russes utilisent les machines à laver pour aller combattre les Ukrainiens. On voit aujourd'hui que les machines à laver sont très dangereuses. C'est les machines à laver qui permettent de bombarder Odessa. C'est les machines à laver qui bombardent le QG de l'OTAN. Donc, des généraux comme ça. Quand on va leur dire, monsieur, tu fermes ta bouche. Sinon, on rase d'abord la base qui est là-bas à Libreville. Vous allez voir, les choses seront plus claires. Les autres comme Macron, le président vous a expliqué. Moi, j'aime souvent parler de la psychologie de l'homme, parce que la psychologie d'un homme, ça vous renvoie, ça vous permet de le comprendre. Nous surestimons Macron. Mais prenons-le comme les Rothschild. Qui est pour eux un simple garçon de course. Mais voilà. Pour les Africains, nous avons donné à Macron une telle place qu'il n'a pas, il ne mérite pas. Macron, c'est quoi? C'est un enfant. On a vu que son avenir était incertain. À l'école, on a fabriqué ses notes, on a fabriqué... Bon, on l'a fait passer par un traumatisme régulier. C'est pas tout le monde. Vous, Fabrice Ndong, vous avez eu vos notes normalement. Vous n'avez pas une histoire bizarre. Hein? Nous sommes allés à l'école, on a souffert, hein, professeur. Pour avoir nos notes, on a souffert. Macron n'a pas connu ça. Plus Macron entre dans le milieu financier. Même ses amis qui sont dans la finance disent que ça, ce génie-ci, on n'a jamais vu ça. En 2 jours, il est déjà senior, consultant senior. On le met même déjà associé. Non, il dépasse. Vous connaissez que dans le domaine du consulting, quand on fait de vous associé, ça veut dire que vous êtes au top. Hein? Macron était petit, il était jeune. Il était déjà associé. Et à son actif, c'était quoi? La vente, il négociait la vente des bijoux de famille de la France. Voilà son travail. Ses amis, c'était les gens qui sont dans les cercles de pouvoir de ceux qui étaient proches de Sarkozy, proches de l'ancien président, la Chirac, proches de Hollande. Quand on vous dit comment il a émergé, un soir, il vient manger chez un monsieur. Le monsieur dit non, Macron est très brillant, je vais aller le présenter. Vous vous demandez, mais quelle est cette brillance?
Comment le monsieur s'est rendu compte que Macron est brillant? À l'occasion d'un simple dîner, il a dit, bon, Macron, je t'introduis chez Chirac. Je crois que Chez Hollande. Chez Hollande. Je crois que, professeur, peut-être que c'est comme ça que le relationnel est en France. C'est très facile comme ça. Ah bon? Mais, Ah bon? Quand tu es bien, oui, quand tu es bien introduit, oui. Voilà. Comme partout. Professeur, j'imagine le mot introduit, ce que ça signifie. Tu peux poursuivre le raisonnement. Voilà. Donc, Macron a eu des couloirs comme ça là, qui l'ont introduit. Après, on vous dit que le patron du cabinet consultant McKinsey, même le patron dit non, le petit il est bon. Il est très bon. Allez voir, hein. Vous demandez les dossiers qui ont fait en sorte qu'on évalue la compétence de l'homme. Vous allez voir que les dossiers, c'est un dossier de vente ça ne demande pas une expertise terrible. Un grand fonds d'investissement états-unien va acheter un truc là, on vous dit que ça passe par vous, allez, on vous met en contact. D'ailleurs même, c'est pas vous qui avez cherché. Le marché est arrivé dans la boîte. Et le cabinet, quand vous travaillez là, vous avez encore d'autres personnes qui travaillent avec vous. Bon, les autres là, je n'ai jamais entendu que les collaborateurs de Macron de cette époque, qui devaient être aussi très bons, parce que quand vous êtes le consultant en chef, vous avez les consultants autour de vous qui vous accompagnent. Les autres consultants, ils étaient tellement médiocres que quand Macron s'est dégagé avec son génie particulier, on a cru bon de voir qu'il fallait seulement promouvoir Macron. Les autres là, ils étaient tellement médiocres, ils doivent rester là-bas en bas. Comprenez que pour se démarquer comme ça, il a fallu des choses. Et Macron avait déjà le bon CV. Il avait ce monsieur qui est à la maison, qui est sa femme aujourd'hui. Il avait ce bon CV. Donc, quand vous avez ça dans votre tête, c'est un enfant qui est accro au plaisir. C'est le plaisir. Il ne connaît pas le déplaisir. Il ne connaît pas la difficulté, le goût de l'effort. Il ne connaît pas ça. Il utilise des mots parfois. Je me suis demandé si Macron lui-même comprend ces discours qu'on lui a écrits. Il prend une image pour les Français. Il dit que... Attends, c'est pas non. Allons-y rapidement, s'il vous plaît. Il dit qu'il y a le dernier de cordée. Le dernier de cordée. Donc, dans l'image de Macron de la France, les gens sont dans un titi à la corde. Donc, ils sont là, il y a le dernier là-bas en train de tirer. Ce que Macron ignore, parce que quand il a dit ça, j'ai compris que lui-même ne connaît pas ce qu'on appelle un dernier de cordée. Parce que si un jour Macron avait fait le tir à la corde, il comprendrait ce que le dernier de cordée incarne. Généralement, dans le tir à la corde, le gars qui est au premier, c'est l'un des plus forts. Les plus faibles, on les met dans l'intermédiaire. Et à l'autre bout, on met généralement aussi quelqu'un qui est aussi fort que celui qui est à la première ligne. Pourquoi? Parce que quand le premier de cordée commet l'effort, il est soutenu par les autres. Quand les morceaux de corde arrivent derrière, le dernier de cordée doit nouer et garder maintenant la tension pour qu'on ne retire plus la corde. Quand il dit ça, je dis mais... Je pense qu'il pense plutôt à l'alpinisme. Hein. Oui, mais j'ai dit, mais un jour Macron a un jour fait l'alpinisme, non, je ne suis pas sûr. L'alpinisme. Dans le dernier de cordée de l'alpinisme, professeur, le dernier est généralement très faible. Non, pas forcément. La corde est fixée au sommet. Oui. Elle n'est pas forcément fixée à... Non, le dernier de cordée, c'est le dernier qui monte. Non. Le dernier à monter. Oui. Mais je dis que non, pas forcément. Non. Mais, dans ces images même de dernier de cordée, vous comprenez que c'est... Il utilise seulement les mots poétiques. C'est-à-dire que c'est... Vous voyez que c'est quelqu'un qui ne connaît pas ce qu'on appelle l'effort. Il utilise des mots poétiques. Pour lui, quoi que être un bon tribun, ça veut dire comprendre la société. Il ne comprend pas les réalités. Il est déconnecté. Mais nous, on discute même, on parle souvent de lui, on parle de quoi? C'est un individu qui est en déphasage avec la société. Et quand maintenant vous suivez Gérard Fauré l'enfonce. Gérard Fauré dit que le regard de Macron montre que Macron prend la cocaïne. C'est pas moi, c'est Gérard Fauré. Il dit que le regard de Macron trahit Macron. Pour lui, il est sûr que Macron prend de la cocaïne. Bon. Un individu sous l'effet de la cocaïne, qui n'a jamais commis d'effort, qui connaît seulement le plaisir. Vous croyez qu'il comprend quoi aux questions même de justice, comme disait le président? Il comprend quoi aux questions de réparation? Lui-même Macron, s'il comprenait quelque chose à la question des réparations, il sera en procès avec celui qui l'appelle sa femme.
S'il connaissait le mot réparation, Macron serait en train de demander des réparations à ce monsieur. Puisqu'il ne s'est jamais plaint. Officiellement. Il ne s'est jamais plaint parce qu'il... Non, il a le syndrome de Stockholm. Ça, c'est vous qui le dites. Si vous êtes avec votre bourreau depuis l'âge de 14 ans, votre bourreau vous a pris depuis l'âge de 14 ans, vous pensez qu'à 30 ans, vous le voyez toujours comme le bourreau? En ce moment-là, il faut un travail psychologique pour vous éveiller. Je vous dis que si Macron suit nos émissions, c'est là où il prend conscience de la violence dont il a été victime. Depuis l'âge de 14 ans, un vieux papa lui fait subir des sévices. Attends, on va chuter. On ne va pas y passer toute la journée. Non, c'est aujourd'hui prouvé. Hein. Donc, s'il connaissait la valeur du mot réparation, le premier homme en procès, ce serait lui. Il devait amener, comment il s'appelle encore le papa là, Michel Trogneux. Michel Trogneux. Il devait amener Michel Trogneux au tribunal. Et lui dit, oui, tu m'as certes fait miroiter beaucoup de choses, tu as fait de moi un président cancre, mais je pense qu'il est temps que je récupère mon identité. Et peut-être là, sa vraie identité peut l'aider à faire sa propre thérapie. D'accord. Pour qu'il comprenne enfin dans quel monde il est. Donc, quand nous récupérons les conseils Macron, prenons-le dans sa totalité. C'est un individu qui est désincarné des réalités sociales. C'est un individu qui est lui-même en traumatisme et en violation de ses propres droits. Il est incapable de les défendre. Il ne peut pas défendre les droits des autres peuples. Merci.